Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne d'ILTV pour le deuxième numéro de votre magazine d'information Agglo et vous. Au sommaire de ce numéro d'avril, la solidarité envers le peuple ukrainien qui s'est rapidement organisée dans notre agglomération. Au niveau du développement économique, nous reviendrons sur le lancement du chantier d'un hôtel d'entreprise à Montigny-en-Gohelle. La mission locale de l'agglomération souffle cette année ses 30 bougies en intégrant un nouveau siège social. Nous vous dirons tout sur la nouvelle collecte des déchets végétaux qui a été lancée le 1er avril dernier. Du côté d'Aquaterra, on vous parlera de la récente journée mondiale de l'eau. Et puis nos invités seront Bernard Zorco et Dany Demerville. Et avec eux, nous évoquerons les 20 ans de la fermeture de la coquerie de Drocourt. On débute donc cette édition par le conflit ukrainien qui sévit depuis plus d'un mois maintenant et qui a soulevé un élan de générosité sans précédent. Les services de l'Agglo Hénin-Carvin se sont rapidement mis en branle afin de coordonner la collecte et l'acheminement des dons. Et puis, notre territoire commence à accueillir ses premiers réfugiés. Reportage de l'ensemble de la rédaction d'ILTV. C'était difficile. C'était difficile encore, mais maintenant ça va. Depuis quelques semaines, la guerre en Ukraine a envahi notre quotidien. Et si, à la longue, nous nous sommes peut-être habitués aux images de ce conflit, il suffit d'écouter Marie, réfugiée ukrainienne, en raconter les premières heures pour prendre la mesure du drame humain qui se joue là-bas. À 2200 km de là, c'est le cœur serré que Sabrina Lone-Isaac assistait impuissante à l'invasion de l'Ukraine. Forcément, elle avait une pensée pour Marie, qu'elle et ses parents accueillaient à Rovarandin tous les étés entre 1988 et 1998 dans le cadre de l'opération Les Enfants de Tchernobyl. Alors, quand Marie l'Ukrainienne a appelé au secours Sabrina la Française via les réseaux sociaux, cette dernière n'a pas tardé à réagir. J'ai eu beaucoup de larmes, de la peine d'abord pour ce qui se passe chez elle, parce que d'abord je connais aussi ses parents, sa famille, et quand on voit tout ce qui se passe, nous on le vit à la télé, c'est déjà dur, mais se dire qu'on a quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a partagé son adolescence, et que c'est ma sœur, pour moi c'est ma sœur, et c'est très fort. Mais aujourd'hui qu'elle est là, je me sens un peu plus rassurée pour elle, et je veux lui offrir de ce qu'il y a de meilleur, parce que elle a tellement vécu de choses assez dures. C'est à Le Forêt, au foyer Léon Blum, que Marie et ses deux filles sont hébergées. La ville s'était en effet positionnée auprès de la préfecture afin de proposer une solution d'hébergement pour une famille ukrainienne. C'est un logement d'urgence qui a d'ailleurs déjà servi dans d'autres circonstances, tout aussi urgentes, de précarité, etc. Donc c'est un logement dédié à ça et donc, une fois de plus, va servir à bon escient. Présenté par Christian Musial aux résidents du foyer, Marie et ses enfants vont pouvoir à présent envisager un avenir plus serein. Pour autant, Marie ne peut oublier ce qu'elle a laissé derrière elle. Mes parents sont là-bas et je ne sais pas comment on fait pour arriver en France. Et en attendant que Marie puisse réunir toute sa famille autour d'elle, la solidarité s'est organisée sur tout le territoire depuis le début du conflit. Les nombreux dons de vêtements, de produits d'hygiène et de première nécessité des habitants de l'Agglo ont été acheminés par les services municipaux des communes. Ils ont été stockés dans un local mis à disposition par l'Agglo et ont été envoyés ensuite aux réfugiés ukrainiens. Le tissu économique du territoire s'est aussi mobilisé. La pharmacie Coin Mélic de Noyelles-Godault a par exemple participé activement à cet élan de solidarité par un don important de lingettes. On est assez limité dans ce qu'on peut leur donner et c'est vrai que là ils doivent vivre, je suppose, dans des conditions quand même assez sanitaires déplorables. Donc ces lingettes désinfectantes peuvent, je pense, les aider. D'autres opérations coordonnées par le service développement économique de l'Agglo se sont également montées au fil du temps, comme par exemple ici avec le centre de la dialyse héninois ADH qui a fait un don conséquent de matériel médical. On est une association qui œuvre pour des patients qui sont en insuffisance rénale et pour lesquels on a des valeurs associatives de bien-être et d'élan de solidarité pour aider les personnes qui sont en précarité, notamment dans cette situation un peu de guerre qui est compliquée. Au service développement économique, on a essayé justement de mobiliser les différentes entreprises du territoire pour plus acheminer les dons jusqu'en Ukraine. Donc du coup on a sollicité aujourd'hui le transporteur Brelet qui va acheminer les dons de l'association ADH jusqu'à l'entrepôt Delta 3 pour ensuite partir directement jusqu'en Ukraine. Des gestes de solidarité et de soutien dont le peuple ukrainien a grandement besoin.
Le mois dernier, nous vous présentions le futur garage solidaire qui ouvrira sous peu sur la zone des Chauffours à Courrières. Non loin de là, à Montigny-en-Gohelle, l'agglo Hénin-Carvin investit dans un autre bâtiment qui viendra encore enrichir son offre en direction des créateurs d'entreprises. Reportage sur place à l'occasion de la pose de la première pierre du bâtiment. C'est sur la zone d'activité des Parts d'en Bas à Montigny-en-Gohelle que l'agglo Hénin-Carvin va implanter un nouveau bâtiment économique. Cet hôtel d'entreprise pourra accueillir 6 sociétés locataires et complétera ainsi la palette offerte aux entrepreneurs locaux. On a un parc de l'innovation qui va se situer à la Fosse 99 bis. On a ensuite la pépinière d'entreprise à Le Forêt. Et donc le troisième volet va voir le jour ici à Montigny-en-Gohelle. Donc permettre un parcours et les entreprises, au fur et à mesure de leur développement, vont pouvoir trouver des locaux plus adaptés à leur activité. C'est le cas par exemple de la société Bolium, créée à son domicile par Bruno Bréant en 2011 et hébergée à la pépinière de Le Forêt depuis 2016. Spécialisée dans le tube à essai, la société a diversifié ses débouchés et ses clients jusqu'à se sentir un peu à l'étroit à la pépinière. L'hôtel d'entreprise montigninois va ouvrir d'autres perspectives à son dirigeant. On avait vraiment un confort, on est très bien installé. Et retrouver un lieu identique aujourd'hui, c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment bienvenu. Donc déjà, rien que le confort de travail, parce qu'on travaille beaucoup dans l'atelier, on passe beaucoup de temps dans l'atelier. Et après, surtout la surface, avoir une surface plus importante, étant donné que je stocke beaucoup de matière. Lors de la pose de la première pierre, les différents acteurs institutionnels ont salué la situation géographique du futur bâtiment par rapport aux grands axes de transport. Ils ont également évoqué les atouts architecturaux de l'ensemble. On aura forcément un bâtiment dernière génération, alors avec des panneaux photovoltaïques, récupération de l'eau de pluie, donc un bâtiment qui sera durable. Et en plus, ça permettra aussi d'avoir des ateliers et des espaces de bureaux adaptés justement, je le disais, à l'activité des entreprises. Et donc, et puis avec différentes tailles, si jamais elles souhaitaient avoir plus d'espace. Ces surfaces iront de 200 à 300 mètres carrés. Les 6 entreprises bénéficieront également d'un parking dédié ainsi que des locaux de vie partagés. Alors que se profile l'inauguration du garage solidaire à Courrières et que le bâtiment relais de la ZAC Picasso 2 à Drocourt va se concrétiser, cet hôtel complète les investissements importants de l'agglo en matière économique. C'est un projet quand même qui représente un peu plus de 2,2 millions d'investissement avec une subvention de l'État importante également dans ce projet. Donc l'agglomération investit dans le développement économique, c'est une de ses principales recettes et donc bien sûr avec en bout de chaîne la création d'emplois et c'est ça aussi la motivation des élus de l'agglomération. Fin du chantier prévu pour septembre 2022 et installation des premières entreprises en octobre. Cela fait maintenant 30 ans que la mission locale est l'un des acteurs incontournables de l'accompagnement vers l'emploi dans notre agglomération. Particulièrement en charge des jeunes de 16 à 25 ans, cette structure rayonne sur l'ensemble de notre agglomération grâce à de multiples antennes. Mais historiquement, le siège social est situé à Hénin-Beaumont. Les équipes viennent d'ailleurs d'intégrer de nouveaux locaux, comme vous l'expliquent Sébastien Zanchetta et Karine Marconato. Si la mission locale a vu le jour en 1992 sur le territoire, c'est depuis 2002 que ses activités rayonnent à l'échelle de l'agglomération. 95 000 jeunes ont ainsi bénéficié de ces services, faisant de cette structure le principal partenaire de l'agglo Hénin-Carvin en matière d'emploi et d'accompagnement des 16-25 ans. Et pour marquer 30 années d'action sur le territoire, la mission locale a presque tout changé. On a retravaillé notre image et on a retravaillé notre projet là, de développement de nos activités avec la dynamique partenariale vers le monde économique, la dynamique formation avec tous les acteurs de la formation et la dynamique de l'autonomie sociale avec tous les acteurs autour de l'autonomie sociale pour permettre à ce que la mission locale soit finalement un peu un outil d'animation territoriale pour la jeunesse. Émilie Leclerc a 24 ans. Son dernier contrat en tant que nourrice à domicile s'est achevé il y a peu. Comme elle envisage de retrouver un emploi dans la vente en prêt-à-porter, son domaine de prédilection, elle a de nouveau franchi les portes de la mission locale et retrouvé Laetitia, sa conseillère. Ils sont très accueillants, ils sont toujours à l'écoute. Pour nous aider, ils sont toujours là, quoi. Après de brillantes études de mathématiques, Nicolas a connu moralement une période un peu compliquée.
Lui aussi a pu trouver à la mission locale Hénin-Carvin un soutien pour redéfinir son projet professionnel. J'avais quitté mon travail parce que j'avais fait une dépression et ma conseillère a été très sympathique. Enfin, elle m'a pas mal aidé à remonter le moral. Et à partir de là, on a fini par me guider et j'ai eu des idées pour ma future inscription. C'est un master de 2 ans. Donc, première M1, c'est un tronc commun sur plusieurs filières. Et après, en M2, ça sera spécialisé en statistique. Afin de mieux préparer les jeunes aux métiers de demain et pour leur proposer des conditions d'accueil et de formation qui leur permettront d'accéder aux emplois d'avenir, la mission locale Hénin-Carvin a fait le choix d'investir et a inauguré de nouveaux locaux rue des Fusillés à Hénin-Beaumont. On pourrait dire que c'est la plateforme d'animation un peu de la jeunesse. Il faut que les jeunes soient accueillis dans de bonnes conditions. Voilà, il faut qu'on se sente bien à la mission locale, c'est très important. Deuxièmement, on doit être reconnu sur le territoire et lisible, donc on est très bien situé. Et le troisième axe, qui est un point important, ça a été le regroupement en fait, de nos 2 sites. D'abord pour le fonctionnement, et puis pour la cohésion d'équipe et pour un travail d'ensemble. Et on a renforcé donc par ce site une équipe de 18 à 20 personnes pour travailler. Et les jeunes, je dirais, méritent parce qu'on s'engage avec eux, mais les jeunes doivent aussi s'engager avec nous. Et ça, c'est le contrat de confiance qu'on souhaite passer ensemble pour l'avenir encore et d'ici 2030. Ouvrons à présent le dossier des déchets. Depuis le 1er avril, la collecte des végétaux a subi un sérieux lifting, tout comme les horaires d'ouverture des déchetteries. On fait le point sur ces innovations en nous rendant au centre technique communautaire. Depuis le 1er avril, la collecte des déchets végétaux a repris dans les 14 communes du territoire. Le rythme est passé à un ramassage tous les 15 jours. Une décision qui répond à une logique plus globale de maîtrise de la production des déchets. On est un gros territoire, un producteur qui produit beaucoup de déchets, 665 kilos par an par habitant, c'est le chiffre que j'ai en tête, avec un coût qui lui avoisine les 15 millions d'euros au total. Et donc il s'agit maintenant, il est urgent de pouvoir responsabiliser, sensibiliser notre population au coût que peut représenter ce déchet, au poids que ça représente, nos poubelles, et donc de tous axes confondus d'essayer de trouver des solutions. Via un marché public, la collecte des végétaux est désormais gérée par un prestataire privé. Elle est effectuée par des équipes spécialement dédiées avec une flotte de véhicules roulant au GNV. Pour les habitants, les consignes de préparation des déchets restent identiques. Le particulier met en contenant libre ses végétaux. Il faut prévoir un contenant à côté pour qu'on puisse redonner les sacs dans le contenant pour éviter les envols, c'est important. Et pour les fagots, donc, il faut que ce soit relié par un lien qui ne soit pas en métal, surtout pas de lien rigide. En parallèle du nouveau rythme de collecte, l'agglo Hénin-Carvin souhaite donner un coup de boost à ces 4 déchetteries réparties sur le territoire, à Carvin, Courrières, Évin-Malmaison et Hénin-Beaumont. Des équipements jusque-là sous-utilisés. C'est pour ça qu'on se lance dans un programme de rénovation plutôt conséquent, bien abordé, bien entamé. Il ne nous reste qu'à nous attaquer à la déchetterie d'Hénin-Beaumont. Mais c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire à notre population, venez dans nos déchetteries, elles sont sécurisées, accessibles, propres, et c'est aussi un bon moyen de faire du tri. Les horaires de ces déchetteries ont ainsi été adaptés pour mieux répondre aux besoins de la population. Pour donner plus d'amplitude au niveau de nos ouvertures, donc le vendredi, le samedi, dimanche et lundi, les déchetteries vont ouvrir 1 heure plus tôt, c'est-à-dire elles seront ouvertes à partir de 8 heures. Et puis d'autres techniques pour mieux gérer ces végétaux et surtout les valoriser à domicile vont être mises en avant. Les déchets verts, certes, on peut les mettre sur le trottoir pour qu'ils soient emmenés à la benne. Certes, on peut les emmener à la déchetterie pour qu'ils soient transformés en compost. Mais nous aussi, on a notre propre solution chez nous avec le broyage, le paillage, le compostage. Et c'est toutes des choses sur lesquelles on va communiquer. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le guide du déchet végétal, disponible en version papier, mais aussi sur Internet. Direction maintenant le parc des Îles, situé aux confins d'Hénin-Beaumont, de Rouvroy et de Drocourt. Considéré aujourd'hui comme le poumon vert de l'agglomération, les 160 hectares du lieu abritaient auparavant la plus grande coquerie d'Europe. Cette année 2022 marque les 20 ans de la fermeture de la coquerie de Drocourt. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bernard Zorco et Dany Demerville, 2 anciens salariés. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Fred. Merci d'être sur le plateau d'Agglo et vous. Première question que je vais poser à tous les deux. Où étiez-vous et que faisiez-vous le 22 mars 2002 ?
Alors le 22 mars 2002, moi j'étais en train de récupérer les ordinateurs qui étaient disséminés dans le site. Ces ordinateurs-là, il fallait bien les récupérer pour les mettre dans un endroit stratégique afin de les redistribuer ensuite vers d'autres bureaux de la coquerie pour le démantèlement qui a eu lieu après la fermeture. C'était le dernier jour de la production. Le dernier jour. Voilà, exactement. Et bon, moi, j'étais à ce qu'on appelle aux manœuvres de gaz. Car on arrête une coquerie, il y a un dernier four, mais il y a un tas de manœuvres à faire à côté. Donc, j'étais là dans ces équipes qui s'occupaient de tout l'isolement de la coquerie. Quelle était l'ambiance au sein de la coquerie ce jour-là? Bon, disons, les gens, ils étaient préparés. Disons, la date, elle avait été fixée déjà depuis 1 an de la fermeture. Bon, après, il y a eu un peu ces démarches syndicales au niveau d'avoir un plan social et tout. Après, le plan social a été accepté avec toutes les demandes des ouvriers. Donc, je pense qu'ils étaient préparés. Disons, peut-être le plus dur, c'est de s'imaginer que les copains qu'on avait là, bon, certains, on allait les revoir, mais d'autres qui venaient du Bruaisis ou du Nord, c'est-à-dire les gens qui habitaient sur Oisier, l'Ourcq et tout ça, c'est tous des gars qu'on ne reverra pas et qu'on n'a pas revus d'abord. La fin, pour vous, était-elle inéluctable? Ah, tout à fait. De toute façon, à une époque, on avait voulu, Charbonnage de France avait voulu vendre la coquerie à d'autres sociétés, mais de la vétusté de la société et puis de par son personnel, c'était impossible de revendre cette société. Donc le pari a été fait de l'arrêter purement et simplement. Qu'est-ce qui était produit et comment à Drocourt? Bon, disons, à Drocourt, il y a eu les belles années, donc il y avait le coq de fonderie. Et donc ce coq de fonderie, on a été dans une période, on va dire dans les fins des années 60 et tout, où la production va monter à 5050 tonnes par jour. Et il faut quand même s'imaginer que 5050 tonnes de coq produits par jour, ça représente 6500 tonnes de charbon. Donc savoir que pour fabriquer du coq, il faut du charbon, différents charbons gras, demi-gras qu'on va mélanger. Donc ces charbons, jusqu'en 91, on va les chercher dans les mines à côté. Il y a Méricourt, le 4-5 Sud, tout ça. Il y a Wagny en dernier qui ferme en 91. À partir de cette date-là, après des essais infructueux avec du charbon polonais, on va partir acheter des charbons en Amérique. Donc il faut se rendre compte, aller chercher les charbons en Amérique, les ramener ici dans les ports du Nord, il faut les stocker dans les ports du Nord, après il faut les reprendre, les acheminer à la coquerie, donc après on a un prix de revient du coq qui est plus concurrentiel sur le marché. À quoi servait ce coq, Dany? Alors le coq, c'est une nouvelle matière première qui est vraiment issue du charbon. Donc après distillation du charbon, on obtient ce qu'on appelle le coq. Et le coq sert principalement en fonderie, donc pour les hauts fourneaux. D'accord. Où ça sert à chauffer la ferraille dans certains hauts fourneaux et le minerai de fer pour d'autres fourneaux pour faire soit du fer, soit de la fonte. D'accord. Et que représentait la coquerie de Drocourt dans le paysage industriel régional et national? Régional, je dirais que c'était quand même une entreprise qui était très grande au niveau de la superficie, donc elle était sur 3 communes. Ensuite, il y avait beaucoup d'entreprises extérieures qui venaient travailler à cette coquerie. Il y avait beaucoup de passages d'entreprises externes. Et c'était quand même la seule coquerie du Nord-Pas-de-Calais qui était capable de faire du coq de très bonne qualité, un petit peu en concurrence avec sa grande sœur jumelle qui était Carlin, dans l'Est de la France. D'accord. Et donc, elle a été la plus grande d'Europe? Elle était la plus grande d'Europe, une des plus grandes d'Europe, de par sa production. Combien de personnes, au plus fort de l'activité, ont travaillé à Drocourt? On va dire avec tous les sous-traitants, c'est-à-dire les entreprises qui ont travaillé pour nous, dans ces temps-là, on n'était pas loin de 1000, 1000 personnes. Et sur la fin de l'activité, vous étiez On était à 300, allez, on va dire 330, 340 à la fermeture de la coquerie, quoi. Bernard, est-ce qu'une telle reconversion était imaginable à l'époque? Disons, la reconversion imaginable, on devait d'abord dépolluer le terrain, le déconstruire, dépolluer en premier parce qu'il fallait enlever tout ce qui était amiante, tous les produits dangereux à enlever. Après, il y avait la déconstruction qui a été fait vraiment dans les règles de l'art. Pour moi, d'abord, c'est un exemple pour la région, parce que je pense que dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas eu un site industriel qui a été, dépollué, déconstruit proprement comme ça a été fait sur l'emplacement de l'ancienne coquerie. Bon, puis disons maintenant, on a un magnifique parc derrière. Ça prouve un peu que tout a été fait dans les règles de l'art.
Tout à l'heure, vous parliez des copains que vous n'alliez plus voir lors de la fermeture de l'usine. Vous avez donc assez vite décidé de créer une association qui s'appelle DC3 pour faire vivre la mémoire de la coquerie. Quelles sont les principales activités de cette association ? Disons, on a créé cette association assez rapidement, bon, disons en premier pour se retrouver, mais comme je l'ai tout le temps dit, se retrouver c'est bien, mais on ne va pas rester à jouer aux cartes ou bien quoi, on voulait développer quelque chose, et il nous est venu tout de suite à l'esprit, pourquoi qu'on n'expliquerait pas notre métier, car dans tout ce qu'on voit dans la région, on parle tout le temps des mineurs, que je respecte tout à fait, et la pénibilité aussi, mais également savoir que dans une coquerie, on classe dans les métiers de jour, hein, comme les lavoirs, les usines à boulets, les centrales électriques et tout ça. On n'a jamais expliqué tous ces métiers. Donc c'est un peu ça qu'on a voulu mettre en avant. Donc on a travaillé pendant 2 ans pour préparer, disons, toute notre expo et nos conférences. Et après, bon, on est parti en itinérant, et ça fait une dizaine d'années. On fait les écoles, les collèges, les conférences tout public et tout. D'accord. On a pour dire de transmettre cette mémoire. Et vous étiez donc dans les locaux d'Aquaterra il y a encore peu de temps pour une exposition afin de marquer ces 20 ans de la fermeture. Oui, donc cette exposition, on avait voulu aussi faire un plot supplémentaire qu'on avait développé récemment sur les centrales électriques, parce que peu de gens savent que Charbonnage de France avait à disposition plus de 15 centrales électriques dans le Nord-Pas-de-Calais. Centrales électriques qui étaient complètement indépendantes d'EDF. Et donc on avait voulu aussi faire ce plot supplémentaire pour rejoindre un peu ce que disait Bernard, pour se diversifier. Quel bilan vous tirez de cette exposition à Aquaterra ? Nous avons eu des visiteurs qui étaient très intéressés. On a même des gens qui sont revenus 2 fois parce qu'ils étaient venus en retard, donc ils sont revenus un jour suivant. Et puis surtout la participation des enfants, puisqu'on avait fait un questionnaire avec un petit lot en finalité. Et donc les parents, ils étaient venus avec les enfants, et puis on a pu essayer de leur expliquer ce qu'étaient les centrales électriques et le démantèlement de la coquerie. D'accord. Bernard, je me tourne vers vous pour la dernière question. Sur quoi vous allez travailler maintenant ? Disons actuellement, on a travaillé sur les centrales électriques. Ici, on développe également un plot avec Dany sur l'histoire de l'électricité, hein, aussi, pour dire tout en rapport avec les centrales, pour le développer, surtout dans les écoles, hein, dont on ira prochainement là. C'est à Noyelles-Godault qu'on va prochainement à la médiathèque. Hein, on va être là pour 2 jours, donc avec des écoles, puis une conférence également tout public. Et maintenant, grâce à cette plaquette de nouveaux plots qu'on a écrite, on la propose aux organisateurs et ils peuvent choisir parmi tous les plots, les thèmes qu'on développe. On travaille à la carte, quoi. Et vous avez aussi un agrément de l'Éducation nationale. Voilà, également, un peu pendant le Covid et tout ça, on a travaillé parce qu'un dossier pour l'agrément par l'Académie, c'est un gros travail. Donc on a travaillé justement avec Madame Barrois qui nous a donné un coup de main sur ce dossier et on a obtenu cet agrément depuis novembre 2020. D'accord. Donc on reparlera bientôt de DC3 et de l'ex-coquerie de Drocourt. On l'espère. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, Fred. Merci. Nous restons au Parc des Îles pour conclure ce magazine avec la journée de l'eau qui se tient chaque année le 22 mars depuis 1993. L'objectif est de sensibiliser le grand public à l'importance vitale de cette ressource. On retrouve Fabien Lefebvre, animateur environnement à Aquaterra, pour en savoir plus. L'eau est source de vie parce qu'il y a 3,5 milliards d'années, c'est à partir de l'eau que la vie est apparue. Sous forme de cellules dans un premier temps, puis la vie a évolué pour donner les différents animaux que l'on connaît. L'eau, elle est très précieuse. Par exemple, si dans ce bocal-là, je reprenais toute l'eau qui est présente sur Terre, on a tout ça. Sur Terre, on a 97% qui est salé et 3% d'eau douce. Et parmi toute cette eau douce, seulement 1% nous est disponible. Le reste est bloqué dans les glaciers ou dans les souterrains.
Donc c'est vrai que c'est vraiment très peu d'eau disponible, donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention et la préserver et ne pas la gaspiller. L'Organisation mondiale de la santé définit 20 litres d'eau par personne et par jour comme minimum vital. En France, per personne, c'est environ 150 litres d'eau par jour. Les plus gourmands en eau, on a les États-Unis, le Canada et le Japon avec environ 600 litres d'eau par jour. Et malheureusement, dans le monde, il y a certains pays, comme par exemple en Asie du Sud-Est ou en Afrique, qui ont à peine 10 litres d'eau par jour et par personne. Ici, au Parc des Îles, la volonté était de recréer des espaces de nature. Parce qu'il faut savoir que notre région est une des régions avec le moins de surface naturelle, avec beaucoup de zones agricoles et de zones bâties. Donc l'objectif, c'était de recréer des espaces de nature pour les végétaux, pour les animaux, avec des prairies, et surtout les bassins. Les zones humides sont de véritables réservoirs de biodiversité, avec de nombreux végétaux qui sont directement liés, 50% des oiseaux, mais aussi l'ensemble des amphibiens, les grenouilles, les crapauds, qui ont besoin de ces zones humides pour vivre. Alors pour en savoir plus sur les milieux aquatiques, on propose différentes animations pour le grand public et les écoles. Et justement, on vous invite à regarder notre agenda d'activités pour voir nos prochaines animations, pour découvrir les plantes et les animaux qui vivent autour de la mare. Voilà, ce deuxième numéro d'Aglo et vous touche à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité. Merci également à Karine Marconato, Sébastien Zanchetta et Louis Fontanet pour la réalisation de ce magazine. On se donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, portez-vous bien. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.